Bonsoir, nous sommes le 2 juin 2015, nouveau numéro du 7-8 politique. Je recevrai tout à l'heure Antoine Dupin, directeur des relations territoriales dans les Yvelines pour le Grand Paris. Il sera question des enjeux, mais aussi de cette concertation en cours autour de la ligne 18 qui passera justement par notre département. Cette information, tout d'abord, pour débuter, cela concerne d'ailleurs ce Grand Paris, le nouveau préfet de région, Jean-François Carenco, qui vient de donner sa première interview depuis sa nomination en avril dernier à nos confrères du JDD. Il déclare vouloir accélérer le dossier en misant d'abord sur l'emploi, mais aussi le logement. Autre priorité pour lui, faire aboutir la candidature de Paris au JO 2024. Interview retrouvée en ligne sur le site du Journal du Dimanche. Premier invité de cette émission, François Deligné, bonsoir. Bonsoir. Maire socialiste de Guyancourt, élu d'opposition à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes l'un de ceux à dénoncer les réductions budgétaires concernant la culture. Le budget, on va en parler justement avec vous. Cette nouvelle majorité de centre droit a décidé de faire des économies. Les salles de spectacle vont être moins dotées. Son président demande d'ailleurs aux communes de prendre leurs responsabilités en donnant pour ces salles notamment plus de subventions. Votre première réaction peut-être sur ce budget et les choix qui ont été faits. Le mois dernier, Michel Laugier, le président, s'est exprimé, cette fois-ci pour l'opposition. Je vous laisse dire quel est votre regard. On l'imagine plus contrasté. Alors ma première réaction en voyant le budget qui a été présenté, on y reviendra très tardivement et sans associer du tout à la préparation les élus que nous sommes, au moins de 4 des 7 communes. Ma première réaction, c'était de constater que le grand oublié de ce budget, c'est l'habitant. Les habitants de Saint-Quentin en Yvelines sont oubliés, alors par rapport à l'accès à la culture, on va en parler précisément, mais finalement aussi quand on regarde les baisses très importantes pour les associations ou encore pour le budget social ou la politique de la ville. Il faut faire des économies, c'est ce qui est dit, parce que les dotations de l'État ont diminué. La culture, pour prendre le sujet de la culture, ce n'est pas une compétence obligatoire pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On peut comprendre que ce soit l'une des priorités pour réduire le budget. On regarde là où ce n'est pas obligatoire. Alors, il faut faire des économies, bien évidemment. Chaque collectivité, et ma commune comme les autres, est confrontée au fait que nous avons ce besoin de faire des économies parce que les ressources sont moins importantes, parce que la crise économique. Mais finalement, faire un budget, c'est faire des choix. Et là, ce qu'on voit, c'est que le sacrifice, c'est celui de l'habitant, les services aux habitants. Dans les autres collectivités, avec des baisses en fonctionnement, on essaye vraiment de maintenir le service aux habitants. Et là, dans le viseur, on retrouve encore une fois la culture, les associations et même les associations sociales. Mais vous le feriez où ces économies au final? Écoutez, d'abord j'ai fait remarquer tout à l'heure qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on n'a pas été associé du tout. Les mesures qui ont été prises sur la base d'audits. Il y a un audit qui, par exemple, date de décembre 2014. Il nous a été communiqué 4 jours avant le vote du budget, alors que dans les conseils des maires précédents, dans les bureaux précédents, dans les réunions publiques précédentes, nous avions réclamé d'avoir les moyens de regarder. Et pourquoi? Parce que dans nos communes, je vais vous donner un exemple, à Guyancourt, on a des ressources en moins, comme beaucoup de communes. Eh bien, nous avons fait des choix, mais en veillant à ce que, encore une fois, et sans augmenter les impôts, et en veillant à ce que ça ne soit pas le service à l'habitant. Donc c'est bien l'habitant qui est sacrifié. Les choix portent sur quoi alors? Alors, un exemple, pour les équipements culturels, à Guyancourt, on avait maintenu les moyens pour les équipements culturels. Là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit c'est aux communes de. À Saint-Quentin en Yvelines, c'est notre histoire commune, c'est l'identité même de Saint-Quentin en Yvelines. Les équipements intercommunaux, mais aussi les équipements communaux, étaient aidés par la communauté d'agglomération. Et brutalement, en cours d'année, au mois d'avril, une coupe énorme, 33% en moins de subventions pour les équipements communaux. Au total, ça fait 444 000 € en moins, brutalement. Et avec l'annonce, puisque c'est marqué dans l'audit qu'on a découvert, du fait que ça serait à 100%. Donc là, on dit c'est très brutal, d'une part, ça a été fait sans discussion, et encore une fois, d'autres choix sont possibles. Tiens, la semaine dernière, il y avait un grand cocktail pour un film sur le BMX. Je ne sais pas combien ça a coûté. De même, je ne sais pas combien ont coûté l'inauguration de la piste du BMX. Par exemple, je ne sais pas combien ont coûté les audits. Mais prenons l'exemple des audits. L'audit sur le périmètre de l'Interco, alors que les périmètres étaient déjà débattus. Combien ça a coûté? Pourquoi ça a été fait? Est-ce que c'était vraiment les choix à faire? Donc sur la forme, je trouve que ce n'est pas respectueux de ne pas avoir associé 4 des 7 communes. Et sur le fond, un budget, c'est toujours une question de choix. D'ailleurs, j'en profite pour dire que là, c'était le budget primitif, c'est-à-dire le budget pour l'exercice 2015. Et vous le savez, dans un exercice budgétaire, il y a ce qu'on appelle le budget supplémentaire. Oui, il est rectificatif. Eh bien, justement, rectifions.
Vous pensez pouvoir encore obtenir des inflexions? On va y venir sur la culture, juste pour la forme. Pour Michel Laugier, vous avez pratiqué, c'est un fait, la politique de la chaise vide. Vous n'êtes pas venu sur les différentes réunions. Alors je m'inscris en faux. La seule réunion, et on l'a fait pour dire attention, là ça devient de la mascarade, c'est la dernière réunion du débat d'orientation budgétaire, mais je vous l'ai dit tout à l'heure avec précision, c'est après de nombreuses réunions où on n'a pas écouté le fait qu'on voulait avoir le contenu des audits. Quand on dit que les audits ont été donnés 4 jours avant le vote, alors que les documents étaient datés du mois de décembre, c'est-à-dire qu'ils ont été gardés secrets pendant des mois, il y a quelque chose d'anormal. Et on a marqué le coup, alors on dit on aurait pu participer. Comment voulez-vous participer quand réunion après réunion, conseil de maire après conseil de maire, on demande des documents et qu'on ne les a pas? Le choix, c'est-à-dire les contenus de l'audit, le choix des suppressions de 33% de subventions pour les équipements communaux, culturels, on les a découverts comme je vous l'ai dit. On a découvert aussi que l'audit comprenait la suppression d'équipements intercommunaux également, sans discussion. C'est la maison de la poésie, la maison de l'environnement, et il y a même des non-choix, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais on apprend par une convocation à une réunion que, par exemple, la prochaine réunion concernant l'Office du tourisme, l'ordre du jour, c'est dissolution. Alors je pose la question, est-ce que d'un point de vue gouvernance, est-ce que d'un point de vue fonctionnement démocratique, on est en tort? Non, ceux qui sont en tort, c'est ceux qui refusent d'associer. Et une intercommunalité, ça doit être une coopérative d'élus. On doit travailler ensemble, c'est-à-dire unir nos forces pour un territoire plus large que sa simple commune, celui de l'intercommunalité. D'ailleurs, au niveau des équipements culturels, moi ce que je remarque, c'est comme pour les associations, l'effet va être terrible. On ne se rend pas compte encore aujourd'hui. Mais quand on regarde les conséquences directes, cela veut dire que des équipements ne vont plus pouvoir fonctionner. Je peux donner juste deux chiffres, oui, parce qu'on ne les a pas donnés. Un salle de la batterie à Guyancourt concerne directement votre commune. 66 667 € de moins. Pour la salle de Bel-et-Bas, 50 464 € de moins. Ce sont des budgets conséquents. Alors en gros, ça veut dire 115 000 pour l'année pleine. Et ça veut dire que, puisqu'on nous annonce que c'est 33%, ça pourrait devenir 100%, c'est le risque que demain, ça soit trois fois cela. Comment vous compensez? Eh bien voilà, comment est-ce qu'on fait? Vous avez déjà pensé... Alors on nous dit aux communes de se débrouiller, mais vous avez remarqué qu'il y a des équipements comme le Prisme, qui là est à Elancourt, et qui sera intercommunal. On n'est pourtant pas dans la compétence, mais là on n'y touche pas. Mais qui n'ont pas le même statut. Oui, c'est comme la scène nationale qui continue à toucher des subventions. La scène nationale, c'est une scène nationale. Et le Prisme n'a pas aussi les mêmes statuts que les autres. Il y a effectivement des engagements, et c'est bien normal puisque c'est une scène nationale, de différentes collectivités. Mais juste une remarque. Vous voyez la ferme de Bel-et-Bas, elle a le même rayonnement, le même nombre de spectateurs, l'éclectisme dans la programmation, mais elle a aussi ce qu'on appelle l'action culturelle auprès des publics. Je pense par exemple à la sensibilisation qui est faite auprès des scolaires ou auprès des publics les plus éloignés de la culture. Eh bien, c'est tout ce travail-là qui était jusqu'à présent organisé en bonne intelligence entre le niveau agglomération et le niveau commune qui pourra s'effondrer. Et pourtant, vous regarderez dans l'audit, puisque maintenant on a l'audit, la ferme de Bel-et-Bas, dans son rayonnement, elle équivaut au Prisme. Mais juste pour être précis, la ferme du Manet à Montigny, la ferme du Mousseau à Elancourt aussi voient leur dotation diminuer. Bien sûr, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien l'ensemble des structures de Saint-Quentin-en-Yvelines et des associations de Saint-Quentin-en-Yvelines qu'il faut défendre. Je fais simplement la remarque que quand on dit mais on va garder le Prisme, ça veut dire que toutes les autres, et vous venez d'en citer d'autres, et on aurait pu dire le Scarabée, l'Estaminet, la Meurice, le Grenier à sel, vont connaître de gros déboires. C'est pas bon pour les habitants. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce budget, il se caractérise par le fait qu'on a oublié les habitants. Un territoire, et ça s'est développé comme ça, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pour les habitants, c'est avec les habitants. D'ailleurs, vous savez ce qui fait l'attractivité, y compris d'une entreprise qui veut venir s'installer. C'est la qualité de son cadre de vie, mais c'est aussi ce qu'on est capable d'offrir à ses habitants. Et les collaborateurs d'entreprise sont aussi des futurs habitants. J'en profite pour dire d'ailleurs que, malgré la crise économique, Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous savez que j'étais chargé du développement économique, et donc je peux dire que Saint-Quentin-en-Yvelines est toujours le deuxième pôle économique d'Île-de-France. Donc ne faisons pas comme si aujourd'hui tout devait s'arrêter. Quant au désendettement... Sauf que le contexte budgétaire est plus serré. Comme pour les villes. Quant au désendettement, le désendettement était déjà commencé. Il s'agit de le poursuivre. Nous, ce qu'on propose, c'est on est disponible
pour le travail, pour la réflexion, et je le disais tout à l'heure, pour les choix à faire. Ce qui est terrible, c'est de ne pas pouvoir participer à des choix, et ce qui est terrible, c'est de constater que ces choix, ils remettent en cause la place de l'habitant. C'est l'habitant qui est oublié. Concernant la culture, la maison de la poésie qui éventuellement pourrait disparaître, mais qui serait remplacée par une mission poésie. Donc la majorité actuelle dit ne pas oublier la culture, mais de repenser la culture. Votre opinion? En commençant... La maison de la poésie située sur votre commune. Voilà, donc en commençant par supprimer brutalement et sans concertation préalable, aucune, en commençant par supprimer la structure, c'est-à-dire le lieu, c'est-à-dire la petite maison de la poésie qui a pourtant un grand rayonnement. Et d'ailleurs, vous avez vu que s'il y a près de 3000 lettres de pétitionnaires pour demander son maintien, ça veut dire que, vous savez, ce n'est pas dans les quelques mètres carrés de la maison de la poésie que tout se fait. Ça veut dire que là, il y a une structure, il y a un lieu, il y a une équipe et il y a un rayonnement, encore une fois, pour tous les publics. Pas pour quelques-uns, pour tous les publics, et y compris pour les scolaires. Regardez sur les pétitionnaires, vous avez beaucoup de professeurs, beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs du territoire qui disent « mais c'était un outil formidable, et pourquoi tout d'un coup s'en prendre ?» Moi, je crois que j'ai la réponse. J'ai le sentiment, malheureusement, que la nouvelle gouvernance de la communauté d'agglomération s'attaque à un symbole. Et quand on s'attaque au symbole de la culture, si on y réfléchit bien, on en revient aux habitants. La culture, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement l'éveil des esprits, c'est pas simplement le fait d'être sensibilisé à des arts, à des arts. C'est aussi, pour moi, la culture. C'est aussi le vivre ensemble. C'est aussi la cohésion sociale. C'est aussi le lien avec les compagnies, avec les artistes et avec les nombreuses associations. À travers la pétition qui a été mise en place, à travers la mobilisation aussi, parce qu'il y a eu une manifestation la semaine dernière, juste avant la tenue du Conseil communautaire. Vous avez pu le suivre sur notre antenne. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est une intervention de Michel Laugier. C'était sur notre plateau le mois dernier. Il réagissait justement à ces différentes questions d'orientation budgétaire. On ne remet pas du tout en question la culture. En plus, à titre personnel, et en tant que maire de Montigny, Montigny est la ville qui consacre le plus de budget à la culture des 7 communes de Saint-Quentin. Sauf que moi, la communauté de Aglo ne m'a pas beaucoup aidé, mais je le fais parce que je trouve que c'est une priorité. Donc je pense que chaque maire aussi doit s'assumer, puisque finalement, l'aide au spectacle vivant, qui est gérée par les collectivités, qui est gérée par les villes, eh bien, c'est à chaque commune de pouvoir aussi assumer. Il y a des priorités à donner. Toutes les communes n'ont pas les mêmes marges dans les budgets aussi pour pouvoir financer cette culture. Il y a besoin de solidarité entre les communes. Non, mais la solidarité, elle s'exerce ailleurs, puisque je donne 38 millions quand même aux communes. Plus, après, bien sûr, tous les travaux. Je peux vous dire aussi qu'aujourd'hui, dans la préparation de notre budget, toutes les demandes prioritaires qui avaient été demandées par chacune des communes ont été satisfaites. Bien, Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand on écoute Michel Laugier, il y a toujours cette dotation qui est faite aux communes pour les dépenses prioritaires. La culture, globalement, n'est pas remise en cause, c'est son discours. Mais j'ai écouté avec attention, il y a quelque chose qui m'effraie, mais complètement. C'est d'opposer les uns aux autres. Nous sommes sur un même territoire. L'intercommunalité, ce sont des décennies où on a travaillé ensemble pour construire l'identité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis il y a une phrase qui m'a particulièrement choqué, je suis désolé de le dire, c'est quand M. Laugier dit « je donne ». Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? On imagine qu'il s'exprime au nom de la majorité. Eh bien, justement, le « je donne », c'est le mot qui signifie à un moment donné à quel point vous pouvez ressentir que nous, on s'est sentis exclus. Or, nous sommes également des représentants des habitants. On représente chacun des habitants. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que, à tout moment dans ma lecture du budget, c'est l'attention portée aux habitants qui m'importe. Et quand j'entends dire qu'on oppose telle ou telle commune et dire que certains n'auraient pas fait des efforts, etc., quand on regarde bien la politique culturelle, comme la politique en direction des associations à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était au fond l'idée qu'il pouvait y avoir le niveau intercommunal et le niveau communal, que les deux étaient complémentaires et qu'on travaillait pour le ciment du territoire. Et le ciment du territoire, je voudrais le dire quand même, c'est la cohésion sociale. Merci. C'est la cohésion sociale. Merci François Deligné, maire de Guyancourt, élu d'opposition socialiste à la Casquie, en colère comme d'autres après la réduction, entre autres, des dépenses de la culture à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous. Merci. Lui aussi n'est pas content des réductions budgétaires. Il siège avec vous d'ailleurs à Saint-Quentin-en-Yvelines en tant qu'élu à Trappes. C'est Benoît Hamon, le député des Yvelines, ancien ministre. Il sera l'invité du Café Politique à découvrir dès ce mardi soir sur notre antenne. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il est question du congrès de Poitiers qui va s'ouvrir dans quelques jours, le congrès des socialistes. Vous en attendez quoi concrètement de ce rendez-vous, vous qui jusqu'à présent vous êtes montré plutôt critique sur ce qui a été fait par le gouvernement depuis 3 ans? Bon, j'ai été critique sur certains aspects, pas surtout, j'étais ministre. Donc, vous l'avez quitté ce gouvernement? Oui. Non, mais je suis le point sur lequel je reste réservé. Ce sont les politiques économiques et sociales. En clair, on a
on le voit ici sur ce territoire, mais ailleurs, des Français qui ont toujours des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de la vie quotidienne qui restent importants, d'emploi, de souffrance au travail, etc. Et ce qu'on attend de la gauche, d'ailleurs qu'on soit de droite ou de gauche, quand la gauche arrive au pouvoir, c'est qu'il y ait davantage de justice sociale. Et je pense que sur cet aspect-là, il faut qu'on exploite les 2 ans qui viennent totalement. C'est sur ce terrain-là que moi j'attends des modifications. Voilà pour le Café Politique à découvrir ce mardi donc sur notre antenne. Je reçois à présent pour le 7-8 politique Antoine Dupin. Bonsoir. Bonsoir. Directeur territorial de la Société du Grand Paris, en charge plus particulièrement de ce département des Yvelines. La semaine dernière se déroulait une réunion à Guyancourt, réunion de concertation autour de la ligne 18 qui doit relier dans plusieurs années l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Avant d'évoquer ce dossier, j'aimerais tout de même votre réaction à cette décision hier, lundi 1er juin, des sénateurs de repousser d'1 an la création de la métropole du Grand Paris. Pour eux, les travaux préparatoires à la mise en place ne seront pas terminés. Est-ce que tout ça peut avoir une incidence sur les différents projets qui sont menés sur le terrain ? Vous savez, le métro, de toute façon, est bien sûr inséré dans un paysage institutionnel qui est aujourd'hui ce qu'il est. La métropole est quelque chose qui va se mettre en place. Bien entendu, la Société du Grand Paris et le métro desservira également le nouveau paysage institutionnel et s'insérera dans ce nouvel environnement. En tout état de cause, nous sommes dans des calendriers parallèles, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons avec, sous l'égide d'un conseil de surveillance qui rassemble à la fois des élus des territoires, notamment les présidents de conseils départementaux, le président de la région Île-de-France, la maire de Paris, et puis également, bien sûr, les administrateurs de l'État, puisque je rappelle que la Société du Grand Paris est une société d'État. Il y a malgré certaines réticences aujourd'hui, une unanimité autour de ce projet du Grand Paris. Il y a des enjeux qui sont très importants. Quels sont ces différents enjeux justement ? C'est de rendre dynamique sur le plan économique, de permettre une concurrence plus globale avec les autres territoires français et les autres territoires en France et puis à travers l'Europe ? C'est évident qu'aujourd'hui, la région parisienne, en termes économiques, a explosé dans les frontières anciennes issues du 19e et du 20e siècle. Aujourd'hui, la croissance des déplacements se fait essentiellement de banlieue à banlieue, alors que les infrastructures de transport ont été créées pour converger vers le centre de Paris, notamment, je pense, à la majorité des RER qui se croisent quelque part une fois à Châtelet. Et donc, pour aller de banlieue à banlieue, il faut souvent passer par le centre de Paris. Le Grand Paris a une vocation de métro automatique en rocade pour permettre de créer des correspondances qui permettront aux banlieusards d'aller d'une banlieue à une autre en fonction de leurs objectifs de transport, de loisirs et tous les objectifs qui aujourd'hui font ceux de la vie quotidienne. Ce Grand Paris, c'est une réalité concrète aujourd'hui parce que pour les habitants, ça reste malgré tout un peu abstrait. On en parle beaucoup, mais... C'est un projet, effectivement, qui se développe comme tous les projets d'infrastructure sur plusieurs années. Mais très concrètement, aujourd'hui, sur le premier tronçon qui va relier Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt jusqu'à Champs-sur-Marne, bien, les travaux ont démarré dans les travaux préparatoires, ce qu'on appelle la dérivation des réseaux, ont démarré effectivement, et la déclaration d'utilité public sur ce premier tronçon a également été obtenu dans les délais qui avaient été fixés par la Société du Grand Paris. Alors parlons justement de cette ligne 18, concertation en cours, 35 km de nouvelles infrastructures pour relier l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier en passant par les pôles Paris-Saclay et Saint-Quentin en Yvelines. C'est en concertation, si on peut repréciser un petit peu le calendrier sur les différentes réunions et les différents enjeux autour de tout ça. Alors la concertation, elle s'est déroulée, il s'agissait par rapport à un projet qui a été très largement débattu avec les représentants des habitants, les élus, dans de nombreux comités techniques, comités de pilotage. Il s'agissait de retourner devant le grand public, devant les habitants du territoire, pour leur montrer quel était le projet proposé par la Société du Grand Paris et recueillir leurs observations, leurs objections sur ce grand projet. Donc cette concertation, elle est pilotée par la Société du Grand Paris, qui a demandé qu'un garant de la concertation, qui est neutre,
et qui regarde si le débat est transparent, si l'on fournit assez d'informations. Madame Jarry, donc, qui est la garante de cette concertation, suit chacune des réunions qui a lieu. Il y a eu 6 réunions publiques, plus maintenant un certain nombre de réunions complémentaires vers les publics spécialisés, les entreprises, les centres de recherche qui sont nombreux dans ce territoire. Et donc toutes ces réunions, la dernière aura lieu d'ailleurs à Magny-les-Hameaux, elle aura lieu le 11 juin prochain. Et donc nous terminerons ce cycle et après la garante va rédiger un rapport. Et bien entendu, ceux qui n'ont pas pu aller aux réunions publiques peuvent s'adresser sur notre site internet de la Société du Grand Paris pour déposer leurs questions. Il y sera répondu sous l'œil vigilant de Madame Jarry, la garante. Donc il peut y avoir des modifications sur ce qui est proposé aujourd'hui à l'issue de ces concertations, des ajustements? Alors, la ligne telle qu'elle est, ouvert encore aujourd'hui ? La ligne telle qu'elle est décrite aujourd'hui, elle est largement figée dans son contexte, dans son tracé et dans ses gares. Elle est figée aussi parce que il faut savoir que la feuille de route du Grand Paris, c'est un schéma d'ensemble qui a été publié en 2011 en Conseil d'État, et ce décret en Conseil d'État fixe les gares, fixe leur emplacement et fixe également le tracé de façon générale. Alors bien entendu après, à la marge, on a capacité à déplacer de quelques 20 mètres, 50 mètres. Qu'est-ce qui se joue autour de la concertation? C'est tout l'aménagement qu'il y a autour, les liaisons avec, par exemple, les pôles économiques, relier les gares à certains endroits sur Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple? Voilà, par exemple à Saint-Quentin-en-Yvelines, la gare sera située sur un territoire en développement, puisque c'était des territoires qui aujourd'hui sont abandonnés, c'est une friche industrielle, devant le technocentre de Renault. Et donc ce territoire de 22 hectares va à la fois permettre un développement urbain, va permettre du logement, parce que l'une des vocations aussi du métro du Grand Paris, c'est de permettre d'ouvrir de nouveaux territoires au logement. Vous connaissez les difficultés de logement dans cette région. Et donc le Grand Paris et les gares vont permettre de développer des centres de logement, vont permettre aussi de desservir les entreprises alentours. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses à Saint-Quentin. Je pense notamment au Technocentre qui sera en face avec ses... Qui attend avec impatience effectivement cette salariés. gare avec tous les salariés qui y sont présents. L'investissement global, c'est 22 milliards d'euros? C'est 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros, le budget est clos? Le budget est largement clos pour réaliser ce schéma d'ensemble dont j'ai parlé tout à l'heure, qui prévoit de façon exhaustive les gares telles qu'elles sont décrites aujourd'hui, telles qu'on les présente au grand public. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous rencontrez le grand public, ça c'est dans le cadre des concertations. Il y a aussi des réunions secondaires avec les entreprises, par exemple. Quel est votre rôle au milieu de tout ça? C'est d'expliquer combien c'est nécessaire, peut-être de demander aux entreprises aussi une participation, un investissement Alors, aujourd'hui, le métro du Grand Paris est financé globalement et totalement par une fiscalité fléchée, c'est-à-dire des impôts qui sont perçus en taxes additionnelles, notamment sur la taxe additionnelle aux taxes d'habitation, aux taxes foncières payées par les ménages de la région Île-de-France. Donc, quelque part, il est considéré comme, et les entreprises participent aussi au travers d'une taxe sur les bureaux qui donne aussi la capacité à la Société du Grand Paris, de façon autonome, bien sûr sous le contrôle de l'État, cet argent c'est de l'argent public, mais de façon autonome, de permettre d'asseoir les futurs emprunts qui seront nécessaires pour Donc vous êtes là pour rassurer tout le monde. Voilà. Aussi bien les particuliers que les entreprises, l'argent est bien utilisé. Le Grand Paris Express est financé et la ligne 18 également est financée pour sa réalisation telle qu'elle est prévue. Et vous l'avez dit, prochaine réunion, ce sera le 11 juin à Magny-les-Hameaux pour cette ligne 18. Merci Antoine Dupin d'être passé sur le plateau, directeur territorial de la Société du Grand Paris. Je vous remercie. Une dernière information politique, elle concernait Lancourt et le maire Jean-Michel Fourgousse attaqué en justice par le directeur de cabinet de Guy Malandin, le maire socialiste de Trappes. Rogatien Bouchereau vient de déposer plainte pour diffamation et injure non publique. Pour lui, il faut montrer que tout n'est pas permis dans le débat public. Le maire d'Elancourt estime être victime d'une stratégie de déstabilisation. C'est la fin de cette édition du 7-8 politique. Rendez-vous le 30 juin pour le dernier numéro de cette saison.